Mesdames, Messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue. Les arrestations se sont multipliées ces derniers jours suite à l'exploitation des rapports force Covid et d'autres enquêtes ouvertes par le pôle judiciaire financier. C'est donc le grand thème de la reddition des comptes qui va structurer cette émission, qui reçoit avec plaisir Monsieur Youssou Diallo, inspecteur principal de classe exceptionnelle, ancien président du conseil d'administration de la Sonacos, plusieurs fois directeur de cabinet dans les gouvernements du président Abdoulaye Wade et récemment, et toujours d'ailleurs président du club Sénégal émergent, une structure qui a accompagné l'ancien régime, l'ancien président Macky Sall dans la mise en œuvre des politiques publiques. Bonjour Youssou Diallo, merci, bienvenue. Merci Omar de l'invitation, je vous remercie. Et je commencerai d'abord par souhaiter une joyeuse Pâques à tous nos compatriotes chrétiens du Sénégal, mais aussi à tous les chrétiens d'Afrique et du monde. Bien. Et aussi remercier toutes les sœurs et tous les frères qui ont eu à nous gratifier d'un succulent et copieux ngalach, ouais. Ce qui fait aussi partie des exceptions sénégalaises. Absolument. Et je voudrais saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et vraiment vous remercier de cette invitation. Ouais, bonne fête à toute la communauté. Et cela, je le fais au nom de tous les membres du club Sénégal émergent, bien, dont je suis le président. Ok. Alors, les autorités judiciaires ont donc communiqué sur des dossiers impliquant des fonctionnaires et d'autres personnes d'ailleurs dans la gestion des fonds force Covid. Comment expliquer, selon vous, ces manquements, surtout dans un contexte aussi délicat que la crise sanitaire? Oui, je crois que c'est pas nouveau. Je crois que même sur ce plateau, j'ai eu en tant que président du club Sénégal émergent, à l'époque, je crois, le rapport venait de sortir et il était question de déférer certains dossiers devant la justice. Et à l'époque, avec une grande célérité, le club Sénégal émergent avait sorti un communiqué pour demander au président de la République de l'époque, son Excellence Macky Sall, de ne pas hésiter et de déférer l'ensemble des dossiers en question devant la justice. Parce que pour nous, la reddition des comptes est quelque chose de normal dans une grande démocratie et particulièrement une démocratie dans les pays les moins avancés. Ça n'a pas Parce été que le cas. Les ressources sont rares et leur gestion, non seulement parcimonieuse, mais honnête, est une exigence absolue. Je crois qu'à l'époque, cela n'a pas été fait. Oui. Pour quelles raisons? Bon, ça, c'est pas à moi d'apporter la réponse. Mais aujourd'hui, l'État étant une continuité, je crois que ce processus est en train de se continuer. Et nous, en tout cas au niveau du club Sénégal émergent, et à mon niveau personnel, je trouve cela normal. Mais, comme on dit, la reddition des comptes, il faut la reddition de tous les comptes. Il y a les rapports de la Cour des comptes, il y a la CENTIF, il y a le pôle judiciaire et financier, mais aussi n'oublions pas qu'il y a pas mal de rapports au niveau de l'inspection générale d'État qui est logée à la présidence. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore entendu de déferment de dossiers qui concernent les contrôles de l'inspection générale d'État. Donc oui pour la reddition des comptes, mais aussi oui pour la réduction de tous les comptes. Voilà. Très bien. Quand vous faites allusion à ces rapports de l'inspection générale d'État, vous soupçonnez quelque chose, non? Non, pas du tout. Je crois que nous savons, je suis assez bien informé, parce que j'ai été de manière sans discontinuer dans la haute administration depuis presque plus de 38 ans. J'ai été conseiller du président de la République pendant au moins 3 ans, conseiller spécial du Premier ministre. Et à la limite, au niveau de l'État, je sais un peu comment cela se passe. Et étant relativement bien informé, je sais qu'il y a pas mal de dossiers qui sont aussi au niveau de l'inspection générale d'État. Donc, oui à la réduction de comptes, comme j'ai dit, mais aussi il faudrait
et que bonne mesure soit faite, qu'il n'y ait pas un coude posé quelque part pour éviter que certains dossiers ne soient pas examinés. D'accord. Voilà. Alors, on parle de ministres qui sont annoncés à la Haute Cour de justice, selon la communication des parquetiers. Mais déjà, au rythme où vont les cautionnements, vous avez vu comme tout le monde, Oui. Et avec les 15 milliards que le pôle judiciaire financier dit d'avoir recouvré, c'est vrai que c'est un bon pactole. Est-ce que cela ne confirme pas véritablement les accusations de délinquance économique et financière à propos de l'ancien régime? Vous savez, Omar, il y a une très forte dose de politisation dans toute cette communication. Et c'est heureux, même si c'est un peu tard, que le parquet de Dakar soit sorti, donc y compris le procureur du pôle judiciaire et financier, Oui. pour faire le point un peu sur l'ensemble de ces dossiers et édifier les Sénégalais dans la mesure du possible. Je crois qu'ils ont parlé à peu près de 5 ministres. Mais pour le moment, on parle de présomption, Bien mais sûr. aussi avec la présomption d'innocence. Et Je pense qu'il la dose de politisation fait que on ne sait pas où est le vrai et où est le faux. Puisque ceux qui communiquent de manière politique ou politicienne cherchent de manière absolue à charger l'ancien régime. Mais la vérité de la justice, c'est cette vérité-là qui importe pour nous par rapport à la reddition des comptes. Donc attendons qu'il fasse jour un peu d'ici quelque temps pour savoir réellement l'étendue et la... On nous avait dit à une certaine époque, c'était au temps de Macky Sall, qu'avec la CREI, on avait recouvré, je crois, 200 milliards. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas où sont les 200 milliards. En tout cas, dans les comptes publics, ces 200 milliards ne sont traçables nulle part. Donc aussi qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a 258 milliards, puisque c'est les 258 millions ouais. qui ont été cautionnés, Oui. Puisque c'est les juges qui le disent, nous y croyons. Donc je crois que c'est le commentaire un peu que je peux faire, mais en attirant l'attention des Sénégalais sur la nécessité d'être extrêmement vigilant entre ce qui est la communication politique et politicienne et ce qui est la communication judiciaire. Il faut faire... Mais de quoi s'est-il agi? Ce n'était pas une communication politique. Ils ont bien fait d'ailleurs sur le principe que vous avez souligné tout à l'heure, le principe de la présomption d'innocence. Ils l'ont bien fait remarquer. Oui, non, là, je suis d'accord. La communication est politique selon vous? Non, la communication des juges, je la respecte et je la salue. Très parce bien. que ça permet aux personnes averties et aux Sénégalais honnêtes D'être informés. de pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ok. Politique et politicien. Et il y a beaucoup de bruit autour de ces dossiers. C'était le même cas après quand Wade venait d'être défait. Mais on a vu après que vraiment les annonces par rapport aux résultats réels étaient totalement différents. Et c'est pour cela que j'invite nos compatriotes à cette vigilance et aussi appeler les politiciens de tous bords à rester vraiment quoi? À respecter la séparation des pouvoirs et particulièrement l'indépendance de la justice. Voilà, qu'il n'y ait pas de pression sur la justice, qu'il n'y ait pas de tentative d'influence sur la justice ou de tentative d'orientation des décisions à prendre par les juges. De toute façon, j'ai bien aimé d'ailleurs la sortie du président de l'UMS qui montre que les magistrats sont conscients des missions que le peuple leur a confiées et sont déterminés à l'exercer en toute indépendance et sans aucune espèce de pression. Ils n'obéiront qu'à la loi et à leur conscience. Ce qu'on remarque, avant d'évoluer un peu, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs, ce sont des fonctionnaires qui pratiquement, entre guillemets, payent les pots cassés souvent, alors que le niveau de responsabilité est peut-être tout autre. Vous, en tant que
hauts fonctionnaires bien formés. Comment jugez-vous cette, si on peut le dire, cette vulnérabilité? Parce que c'est de cela qu'il s'agit en fait. Mais absolument, parce que en vérité, depuis presque l'avènement du président Wade, oui, que je suis entré dans l'administration un peu à partir de 87. C'est en 87 que je suis sorti de l'ENAM pour intégrer la haute administration. Donc Diouf était là. J'ai fait 13 ans avec Diouf jusqu'en 2000. Et j'étais conseiller technique à l'époque, j'allais au conseil interministériel, j'étais dans la haute administration. Oui. Et à l'époque, c'était rare de voir un haut cadre des finances qui faisait de la politique. Que ça soit au Trésor, que ça soit aux impôts, que ça soit même dans les administrations centrales du ministère. Et c'était des hauts fonctionnaires très compétents, mais très vertueux aussi, qui avaient des principes. Mais depuis l'avènement du président Wade, on a vu avec le système des contrats spéciaux, parce qu'en principe, les contrats spéciaux dans l'administration, et surtout la haute administration, doivent être des exceptions. Et l'administration, la loi 63-33, prévoit des contrats spéciaux pour des métiers ou des fonctions très spécialisées qui n'existent pas dans l'administration. Et à partir de cette spécialisation, ces personnes sont recrutées sur la base de contrats spéciaux, et il est arrivé que des gens recrutés perçoivent plus que les ministres. Et même pour ne pas dire le Premier ministre. C'était le cas des personnes qui étaient recrutées à l'époque à la délégation de l'informatique. Oui. Mais par la suite, les contrats spéciaux ont été transformés en contrats de recrutement de la clientèle politique. Parce que l'administration, on doit y entrer par un concours, par une sélection. Absolument. On ne doit pas y entrer uniquement par un recrutement unilatéral de l'autorité qui vous décide de vous mettre en place ce contrat spécial. À partir de ce moment, on a commencé à voir que finalement, pour accéder à certaines fonctions, il fallait faire de la politique. Oui. C'était le plus court chemin. Et on a nommé des gens qui ne se sont plus crus redevables de la loi, mais qui se sont crus redevables de la personne qui les avait nommés, du parti dans lequel cette personne militait. Okay. Et les DAGE, pour les nommer, pour l'essentiel, pour ceux qui voulaient préserver leur poste et leurs privilèges, ont joué le jeu pour l'essentiel. Okay. Mais les donneurs d'ordre, effectivement, étaient l'autorité supérieure, les autorités supérieures, mais ces autorités supérieures n'étaient justiciables que devant la haute cour de justice. Ouais, ils bénéficient d'un privilège de juridiction. Voilà. Ouais. Donc vous voyez un peu le système. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir sur ce plan-là. Ça veut dire qu'on a peut-être déstructuré l'administration. Ce processus de déstructuration a commencé depuis 2000. Oui. Et ça a continué. Alors, tous les amis avec lesquels je connaissais qui étaient d'âge, je leur disais qu'en tout cas, moi, s'il ne restait que le poste de d'âge dans l'administration, je démissionnerais. Parce que c'est risqué. Hein? Voilà, parce que, non, vous êtes pris dans le feu. Okay. Vous êtes pris dans le feu. Il y a les avantages d'être là, d'obéir et de se faire des privilèges. Parce que le fait que déjà, un fonctionnaire puisse cautionner 150 millions, oui. Mais c'est extraordinaire. 150 millions, un haut fonctionnaire rigoureux, bien payé, avec les plus hautes indemnités de l'administration, ne peut pas économiser une telle somme. Donc, il y en a d'ailleurs qui parlent d'enrichissement illicite, et effectivement, je crois que, de ce point de vue, il y a quelque chose à revoir. C'est comme ces hauts fonctionnaires aujourd'hui qui ont plusieurs immeubles, qui ont plusieurs villas, qui ont plusieurs véhicules, qui voyagent à gauche, à droite, qui amènent leurs épouses au moins tous les ans, au moins 3 fois en Europe, qui pour accoucher, qui pour aller faire des courses, qui pour, etc., ou aux États-Unis, ou à Dubaï, ou ailleurs. Oui. Mais ça, c'est devant nos yeux. Et ça ne se limite pas uniquement à ceux qui ont perdu le pouvoir. Oui. Ah, ça continue, vous voulez dire? Non, je veux dire que c'est un phénomène général. Ah, très bien. Ce qu'on appelle le système, en vérité, c'est ça, au niveau de l'administration. Et je crois qu'il y a des réformes en profondeur à prendre
à ce niveau, par rapport d'abord aux responsabilités des gestionnaires, par rapport à la protection de ceux qui gèrent un certain nombre les éléments de gestion, comme les DAGE, comme les ACP, comme d'autres et d'autres, et qu'il y ait des protections légales qui leur permettent, en cas de violation de la loi ou de tentative de violation de la loi, d'avoir des recours pour ne pas être dans le pétrin ou purement et simplement viré. Ok. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu aller loin, mais bon, est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi? Pourquoi, à l'époque, lorsque vous avez, par exemple, exigé que lumière soit faite sur ces dossiers-là, que ça n'a pas été le cas? Est-ce qu'il y avait des risques politiques ou quelque chose du genre? Bon, ça, je crois que tu me poses une question à laquelle tu peux toi-même répondre. Oui. Je crois qu'il y a tout cela. Il y a tout cela. Parce qu'en vérité, il y a aussi, comme on dit, une fois que vous arrivez au pouvoir, votre pire ennemi n'est plus l'opposition. Votre pire ennemi est votre propre parti. Oui. Parce qu'on dit le mandat est limité, il est de 5 ans. Il peut ne pas être renouvelé par le peuple. Au maximum, ça fera 10 ans. Bon, moi qui arrive, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien du tout. Alors, avant que cela ne s'achève, je vais essayer d'en profiter. Oui. Puisque j'ai une base, si demain les gens cherchent à me créer des noises, je vais avoir avec moi la menace politique. Telle base ou tel fief peut être perdu à cause de mon mécontentement. Et vous voyez, un peu, c'est vite fait, c'est vite fait. Si vous êtes complaisant, si vous essayez, comme on dit, de gérer, cela va faire effet boule de neige. D'autres et d'autres et d'autres vont le faire. Finalement, vous ne pourrez plus, à cause du glaive politique qui est suspendu sur votre tête, vous ne pouvez plus faire de sanctions. Et ça, c'est tous les régimes qui viennent dans ce pays. On a vu aujourd'hui, bon, généralement, vous êtes du côté du parti au pouvoir. Et là, c'est le président du parti, du Club Sénégal émergent, qui est un homme indépendant, de pensée, qui ausculte, qui examine les problèmes de ce pays. Parce que sur tous ces dossiers, nous avons réfléchi et nous avons fait des propositions. Il y a des réformes qu'il faut faire dans ce pays. Et aussi, il faut avoir le courage, non seulement de sanctionner ceux qui sont du côté de l'opposition, mais aussi, en particulier, pour le devoir d'exemplarité, de ne faire aucune concession aux gestionnaires qui sont du côté du pouvoir. Donc l'erreur. Parce que le djoub et le, comme on dit, le djoubel et le djoubanti, ça commence par là-bas. Parce que tant que vous continuez de sanctionner uniquement les gens issus de l'opposition et que vous laissez les personnes, pourtant qui sont en délicatesse et qui sont du côté du pouvoir, le peuple finit par se dire, mais écoutez, c'est parce que, comme on dit, dafa amul nijaay. Il n'est pas du côté du pouvoir, c'est pourquoi il est poursuivi. Et cela, ça a été peut-être l'erreur de l'ancien président, Macky Sall? Bon, parler d'erreur de l'ancien président, en tout cas, nous, à l'époque, non seulement dans nos correspondances, mais lors des audiences qu'il nous accordait, nous insistions sur la nécessité de sanctions et de lutter contre l'impunité dans ce pays. Parce que nous étions informés et nous savions, en fait, ce qui se passait. Donc là, s'il y a aujourd'hui un point faible par rapport au régime du président Macky Sall, ça a été l'absence de sanctions des personnes qui étaient en cause par rapport particulièrement à des dossiers de gestion. Vous faites partie des... Parce qu'à la base, tout est dans ce rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a quelques mois. Vous faites partie donc de ceux qui ont critiqué ce document. Récemment, le président de cette Cour, le premier président, s'est prononcé sur ce rapport-là, notamment sur les critiques sur le principe du contradictoire, etc. Qu'en pensez-vous? Pensez qu'on est toujours dans un problème d'interprétation de ce... Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Non, moi je ne suis pas allé dans le fond du rapport de la Cour des comptes.
je suis allé dans l'attitude de la Cour des comptes. Son attitude durant la gouvernance de Macky Sall, en particulier de 2019 à 2003, et entre 2024, mars-avril, l'arrivée du nouveau pouvoir, et maintenant un discours complètement différent. Parce que la Cour des comptes avait autorisé, avait donné à l'Assemblée nationale la possibilité de voter les lois de règlement. Cela a été fait. Et dans ces lois de règlement, en principe, ce qui est incriminé actuellement devait y figurer. La Cour des comptes n'avait rien vu. Oui. Soit la Cour des comptes n'a pas fait son travail correctement, soit la Cour des comptes a des problèmes de compétences, ce dont je doute, ou bien il y avait plus ou moins une complicité tacite avec l'ancien pouvoir. Donc voilà les trois hypothèses. Il a fallu un rapport de l'inspection générale des finances pour que subitement la Cour des comptes revienne pour nous dire exactement le contraire de ce qu'elle disait il y a quelques années. C'est cette attitude, moi, que j'ai condamnée. Oui. Et j'ai demandé même que les plus hauts dirigeants de la Cour des comptes démissionnent. Parce que quand on met en place une Cour des comptes, c'est pour avoir un contrôle rigoureux et strict des comptes de la nation. Parce que la Cour des comptes, ne l'oublions pas, est le juge des comptes. Oui. Voilà l'attitude que j'ai eu à prendre. Ok, mais dans le fond, vous ne non, je ne suis pas allé dans le fond. D'accord. Moi, c'est dans le principe que j'ai condamné cette attitude de la Cour des comptes et que j'ai assimilé à une espèce un peu d'opportunisme au niveau des structures de l'administration. Vous savez, l'administration, bien sûr, elle est supposée être neutre. Oui. Mais on voit que selon les circonstances et les évolutions politiques, les hauts dirigeants de l'administration prennent telle ou telle position. Nous le constatons dans ce pays. Je ne dis pas que c'est le cas au niveau de la Cour des comptes, mais quand même, la Cour des comptes a failli dans sa vigilance et par rapport au travail rigoureux qui devait être fait sur les comptes publics. Parce que si on les paye, on les a mis dans des conditions exceptionnelles par rapport au reste de l'administration, si on les a dotés de moyens suffisants pour faire le travail qu'ils devaient faire, nous ne devrions pas arriver à dire qu'il y a des falsifications, il y a une dette cachée de plus de 4 000 milliards, etc. etc. Mais c'est d'une gravité extrême. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'absoudre en chargeant l'ancien régime. Et voilà un peu ce que j'ai dit par rapport à la Cour des comptes. Voilà. D'accord. Et je signale que d'ailleurs, les plus hauts dirigeants de la Cour des comptes sont des promotionnaires ou des amis. Oui. Vraiment, je m'arrête là. Mais c'était mon devoir de le dire. Vous ne mettez pas en doute, dans le fond, le travail qu'ils ont fait, quoi. Très bien. Alors, l'APR a produit un contre-rapport qu'elle entend d'ailleurs présenter au FMI. Selon vous, qu'est-ce que ça peut vraiment changer au moment où le Sénégal, aujourd'hui, est appelé à confirmer et consolider les chiffres dont le gouvernement a parlé, les chiffres avec donc l'institution financière pour espérer avoir un nouveau programme? Omar, je crois que lors de la première conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko sur les comptes, j'étais sorti pour dire qu'il avait marqué un but contre son camp. C'était pour moi une faute, parce que les pays ont des intérêts, les pays n'ont pas d'amis. Et la morale individuelle, la morale personnelle et même la morale familiale, dans nos familles, tous les jours, il y a des choses qui se passent dans nos propres familles que nous gérons en bon père de famille. Ce que nous appelons communément chez nous la fameuse sutura. Les Wolofs disent sutura, moi yore cœur. Je ne dis pas que il y a eu des falsifications au niveau de l'ancienne administration. Je ne le dis pas. Mais ce que je dis, cette attitude porte plus tort au Sénégal qu'aux dirigeants de l'ancien régime. On a vu, nous avons été dégradés au niveau des agences de notation.
nous accédons au crédit à des taux extrêmement élevés. Nous sommes bloqués au niveau de nos programmes avec le FMI, etc., etc. Et l'image du Sénégal, aujourd'hui, ça n'est sérieusement truc. Et ces choses, parce que finalement, moi, pour ce que j'en sais, oui, allez-y, je vous en prie. Mais c'est une démarche de transparence qui est assumée, hein Non, ça je crois que, en fait, il y a beaucoup plus un esprit politicien de vengeance qu'autre chose. Parce que, en fait, ça ne rend aucun service au Sénégal. Ça ne nous permet pas d'avancer. La transparence, ceux qui prônent la transparence ne sont pas transparents. Tous les jours, on vous dit qu'en France, il y a tel ou tel aspect au niveau des comptes publics qui avait été caché. Mais les gens gèrent ces dossiers et les règles. Et surtout que, dans l'administration, vous ne pouvez pas juger pour la plupart des décisions du régime qui vous a précédé. Je prends par exemple l'exemple du secteur parapublic que je connais bien. L'État décide de garantir les emprunts des établissements publics et parapublics. Et de ne pas les comptabiliser dans la dette publique. Le nouveau régime arrive et dit non, moi, je ne peux pas faire comme eux. Tout ce qui a été considéré comme dette imputable aux sociétés publiques et parapubliques, je vais mettre ça au nom de l'État pour les prêts qui avaient été garantis par l'État. C'est les fameux 1650 milliards qu'on a rajoutés à la dette du Sénégal. Un autre point, l'État dit, écoutez, vous, Sonacos, j'ai décidé à partir du protocole État huilier, puisque c'est moi qui fixe le prix de l'arachide, qui n'est pas un prix économique, mais un prix administratif administré que l'État prend, au lieu d'acheter à 150 francs, je fixe le prix à 305. Mais l'État dit, après votre exploitation, je vais vous compenser pour la différence par rapport au prix que moi-même j'ai fixé, qui devrait être de 150 francs au lieu de 305 francs. L'État décide chaque année, s'il y a un différentiel qui est constaté, noté et accepté, de faire ce qu'on appelle une compensation à Sonacos. Vous venez, vous dites que cette compensation, je la considère comme une dette que Sonacos doit à l'État. Ça, c'est une décision d'autorité. Donc, c'est un problème de méthodologie. Okay. Donc, il y a toutes ces questions. Maintenant, les profanes qui ne savent pas ce qui, en réalité, se passe au niveau de l'État, oui. Disent, c'est pourquoi le FMI a posé une bonne question. Dites-nous comment un peu cela a été fait. Et jusqu'à présent, je crois, on attend la réponse de nos nouvelles autorités. Encore une fois de plus, je veux dire que la morale personnelle qu'on s'impose de ne pas mentir, de ne pas cacher, de ne pas dissimuler, etc., c'est une morale personnelle. Mais la morale de groupe, la morale de communauté et la morale des États, c'est une morale dans laquelle ce qui prime, c'est l'intérêt de la nation. Quel est notre intérêt par rapport au reste du monde dans la gestion de tel dossier? C'est ça qui doit être mis en avant. Et la gouvernance, la transparence, les principes qui sont souvent ressassés, ça passe derrière? Mais je veux dire que, en tout cas, un gouvernement, c'est l'intérêt national, surtout pour des gens qui se réclament du patriotisme et du souverainisme. D'accord. L'intérêt national doit primer. La Chine, il n'y a pas un pays, vous m'excusez, bon, je suis dans une émission relativement publique, c'est une très grande puissance, mais tout ce que les Occidentaux leur reprochent, c'est un manque de transparence et de visibilité. Ils savent quoi montrer, quoi ne pas montrer, ils savent quoi gérer, quoi ne pas gérer, ils subventionnent, ils ne le disent pas, etc., etc. Et il y a d'autres pays dans ce registre. Les États-Unis aujourd'hui font comme bon leur semble, parce que c'est la première puissance du monde, mais ils imposent aux autres des règles qu'eux-mêmes n'appliquent pas. D'accord. Vous avez vu toutes les règles de l'OMC, comment, avec l'avènement de Trump, ont été bouleversées. Il y a une véritable guerre commerciale qui a commencé actuellement. Donc, il y a une logique mondiale de compétition entre les nations. Et dans cette logique de compétition, c'est les intérêts de la nation qui doivent primer. Et je ne crois pas que dans ce dossier-là, les gens aient eu la présence d'esprit, aient eu la sérénité devant, bien sûr, la colère
et le sentiment de vouloir régler des comptes, cela a primé sur tout le reste. Le contre-rapport. Oui. Le contre-rapport de l'APR. Oui. Vous en pensez quoi? Je l'ai lu. Démarche est... oui. Je l'ai lu. Bon, c'est une démarche de défense de l'APR et c'est surtout une démarche de communication. Parce que l'APR sait qu'ils auront beau peut-être être reçus par le FMI, mais ça ne changera rien du tout. Mais au moins, ça contribuera dans le cadre de la communication à éclairer un certain nombre de choses. Moi, voilà comment un peu je vois ce contre-rapport. Et c'est même pas un contre-rapport, mais ce sont en vérité des précisions et des clarifications. D'accord. Voilà. Je crois qu'ils sont dans leur bon droit de clarifier et de dire comment, bon, le principe de non-respect du principe contradictoire dans la confection de rapports de ce genre, etc., etc. Il y a tout cela. Bon, la Cour des comptes nous dit, bon, écoutez, c'est les autres qui devaient faire ce contradictoire. Je ne sais pas, l'inspection générale des finances, il leur renvoie la balle. Les autres disent non, c'est pas l'inspection. À partir du principe que le principe contradictoire doit être scrupuleusement respecté par la Cour des comptes, etc. Et surtout que on parle de déferment de personnes. Et la Cour des comptes, dans son rapport, n'a cité personne. N'a fait aucune recommandation tendant à dire que telle ou telle personne incriminée doivent être traduite devant les tribunaux. Ce que le président dit d'ailleurs, c'est que les contradictions qui sont notées entre les personnes épinglées et les ministères des Finances ne les engagent pas. Non, ça, je crois que c'est une fuite en avant, c'est pas vrai. Ah bon? Pas vrai, bon. J'aime bien mon ami Mamadou Faye, mais bon, ça c'est de la... Surtout qu'il y a d'ailleurs un de ses agents, d'ailleurs, un certain M. Nian, je crois, qui était sorti pour dire autre chose. Et lui, je crois, une semaine après, il s'est cru obligé, après son silence assourdissant, de sortir et d'essayer de faire un certain nombre de clarifications. Et ces clarifications étaient plus soft et beaucoup plus équilibrés et moins politiciens que ceux de M. Nian. Donc je crois qu'il y a des difficultés. Vous savez, dans un pays, il y a nécessité, comme disait Obama, au lieu d'avoir des hommes forts, d'avoir des institutions fortes. D'accord. Et dans nos pays, nos institutions valsent et varient dans leur position au gré des pouvoirs. Et ça, c'est dangereux. D'accord. Alors, c'est sur le fondement de cette affaire-là que le député Guy Marius Sagna a cru devoir introduire une résolution de mise en accusation pour haute trahison de l'ancien président Macky Sall. Est-ce que vous pensez que la responsabilité de l'ancien chef d'État est véritablement engagée dans cette affaire-là? Non, bon, je crois qu'il faut... Il y a des personnes qui sont un peu des receleurs de crise et des artisans du chaos dans tout ce qui a été fait et dans tout ce qu'il évoque ou invoque une haute trahison du président ne peut pas être fondée juridiquement. Parce que la haute trahison, il parle du dossier de l'inspection générale des finances, puis de la Cour des comptes. Mais ce dossier n'est même pas encore définitivement vidé. Et pour ce dossier-là, aucunement, même dans le rapport de la Cour des comptes, il n'a été fait mention du président de la République. Le Sénégal est un pays qui est respectueux. Macky Sall, en dépit de tout, le Sénégal devrait lui rendre un hommage mérité. C'est Macky Sall qui a trouvé un pays qui n'avait plus d'électricité, où il y avait le fameux Khoyou Kamat. Partout, Macky Sall l'a réglé. En moins de 5 ans, le Sénégal est passé de 500 mégawatts à plus de 1700 mégawatts. Il n'y a plus de délestage, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. En termes d'infrastructure, toutes les personnes, y compris les Européens qui viennent au Sénégal, disent que le Sénégal a été complètement transformé par le président Macky Sall. Et pour me limiter à ce troisième point, c'est Macky Sall qui a fait passer le Sénégal de pays non pétroliers, non gaziers, en l'espace de 10 ans, en pays pétrolier et gazier qui aujourd'hui produit du pétrole et du gaz. Vouloir aujourd'hui déférer cette personne devant la haute cour de justice pour haute trahison, moi je dis,
c'est s'amuser et chercher à installer le chaos dans ce pays. Et en tout cas, je sais que les hautes autorités de ce pays et les députés ne le suivront pas. Parce que ce n'est pas bon pour le Sénégal et ça ne ressemble pas au Sénégal. Ce n'est pas à l'image du Sénégal. Macky Sall ne mérite pas une telle ignominie. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette ce que j'appellerais même c'est une forfaiture, ce qu'il est en train de faire. Ah bon, vous pensez? C'est une forfaiture. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé du bilan, disons, matériel, assez reluisant de l'ancien président de la République. Mais certains pensent que c'est dans le volet immatériel que des erreurs ont été commises. L'amnistie qu'il a fait voter, par exemple, avant de partir, a fait l'objet de controverses aujourd'hui. Et une loi interprétative a été votée, actuellement d'ailleurs sur la table du Conseil constitutionnel qui va statuer. Est-ce que le mobile ici, qui a été évoqué par un autre député d'ailleurs, de PASTEF, qui consiste à réparer les crimes de sang, n'est pas plausible à votre avis? Non, ce n'est pas plausible parce que, en vérité, s'il n'y avait pas la loi d'amnistie, Diomaye ne serait pas président, Sonko ne serait pas premier ministre, Pastef ne serait pas au pouvoir. Voilà, donc j'accepte la loi d'amnistie pour les avantages que cette loi me procure, mais après m'être installé confortablement au pouvoir, je décide non pas d'abroger, comme je l'avais promis, la loi d'amnistie, mais je vais faire une relecture de la loi d'amnistie. Mais on relit ce sur quoi on est d'accord. Si la loi d'amnistie a été votée, c'est parce que il y a eu un accord au plan politique et à un niveau tacite entre l'ancien pouvoir et l'ancienne opposition. Mais je peux même passer sur tout ça. La loi d'amnistie, qui a intérêt aujourd'hui que la loi d'amnistie soit adoptée définitivement? Je crois que moi, je pense d'ailleurs à un stratagème, parce que, en tout cas, moi, mes présomptions, c'est que le Conseil constitutionnel va invalider cette loi interprétative de la loi d'amnistie. Et là, peut-être, les gens vont faire pour le principe quelque sortie, mais ils vont dire ouf, parce que ça nous arrange. Parce que, en vérité, les dirigeants de l'actuel pouvoir le font pour une bonne conscience, pour avoir une bonne conscience auprès de leur base et de ce qu'ils ont appelé les victimes. On a vu que depuis que l'actuel pouvoir est là, mais combien de personnes sont en prison aujourd'hui pour des délits d'opinion? Oui. Vous imaginez demain que les jeunes, les marchands ou je ne sais pas quoi, aillent dans la rue, fassent des manifestations. D'ailleurs, toutes les demandes de manifestation, pour l'essentiel, à 99,99%, ont été rejetées pour des gens qui se disaient vraiment démocrates, partisans des libertés. Si demain il y a une manifestation, je n'imagine pas, dans le cadre du maintien de l'ordre, ce qui se passerait. Macky Sall, tout ce qu'on lui reproche, c'est entre 2021 et 2024. 2021, 2024, il s'est proposé de véritables problèmes de maintien de l'ordre public au Sénégal. Des questions d'attentat quasiment à la sûreté de l'État qui sont posées dans ce pays. Et un président, il est élu d'abord. L'État, sa première fonction, qui est sa fonction régalienne, c'est sa fonction de gendarme. Sa fonction d'assurer la paix, d'assurer la tranquillité et d'assurer la cohésion et la cohésion sociale et l'unité nationale. De défendre l'indépendance de la nation vis-à-vis de l'extérieur. Mais Macky Sall a exercé dans la plus grande légalité, en fait, ses prérogatives régaliennes de l'État. Si c'est ça faire de la haute trahison ou je ne sais pas quoi, être accusé d'avoir fait des crimes contre l'humanité, mais
je me demande que signifie crime contre l'humanité. D'accord, on comprend bien. Il s'agissait donc de défendre la République, l'État. Bien sûr. Mais à quel prix? Est-ce que, véritablement, comme ils le disent, ces crimes de sang-là doivent être passés en pure perte, par exemple? Vous savez, Omar, la justice des hommes, ce n'est pas la vérité. La justice des hommes, on l'appelle justice parce que c'est l'équilibre. On tend vers la vérité. Mais la vérité appartient à Dieu. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été victimes de certaines choses, ce qui s'est réellement passé. Même aujourd'hui, si vous les indemnisiez, ceux qui sont morts à coups de milliards, vous n'aurez pas totalement réparé ce qui s'est fait. Et on a vu ce qui s'est passé d'ailleurs. On s'est enfermé dans des ministères et on a dégagé des sommes qu'on a données à des personnes à qui la justice n'a pas décidé, des personnes que la justice n'a pas décidé de dédommager. C'est quoi ça? C'est la justice des vainqueurs, ça. Donc pour vous, il faut oublier, passer à autre chose. Mais absolument, il faut, en tout cas, la loi d'amnistie, on ne peut pas en avoir profité, en avoir bénéficié, après s'être installé au pouvoir et vouloir aujourd'hui renier cette loi d'amnistie. Et je crois que le mieux pour l'actuel pouvoir, c'est l'invalidation de la loi interprétative. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ces personnes-là, qui faisaient les troubles, ces personnes qui brûlaient, ces personnes qui tuaient, ces personnes qui agressaient. Ces personnes sont là. Et la plupart ne sont pas servies. Ces personnes, pour l'essentiel, pensent avoir été trahies. Et demain, ces personnes parleront. Et elles ont commencé d'ailleurs à parler. Et il se passera des choses, je crois, qui ne seront pas agréables à entendre ou à voir pour les gens qui sont aujourd'hui du côté du pouvoir. Et je dis, d'ailleurs je le répétais souvent aux partisans de l'ancien pouvoir, et je l'ai dit une fois aux plus hauts dirigeants de ce pays, il faut éviter de judiciariser la politique. Judiciariser la politique, c'est quoi? C'est vouloir régler les contradictions politiques à partir du tribunal de la justice. Vouloir liquider son adversaire politique à partir de la justice. Je crois que le crédit que Sonko a eu à partir du dossier avec Adji Sarr, c'est pratiquement ça qu'il a porté au pouvoir. Il s'agissait d'un dossier purement privé, mais qui, à force de transactions et de combinations politiques, a fini par devenir non seulement, plus qu'un dossier politique, mais un dossier d'État. Et les Sénégalais aiment les victimes. Abdoulaye Wade, sa popularité découle des tentatives de le liquider à partir de nombreux procès qu'on a eu à lui faire. Nelson Mandela, Mamadou Dia aujourd'hui feu Mamadou Dia qu'on a aujourd'hui réhabilité, à qui on a donné le nom de l'avenue Général de Gaulle. Senghor a cherché à un moment à le liquider par la justice. D'ailleurs, là, c'est la fameuse haute cour de justice. Vous imaginez demain, vous convoquez Macky Sall, qui décide de déférer à la convocation de la haute cour de justice, ce qui va se passer dans ce pays. Mais si les gens pensent que ce pays-là est définitivement conquis, mais ils se trompent. Donc moi, je pense que il faut savoir, en tout cas, raison garder. Il faut éviter, d'une part, de judiciariser la politique, mais aussi il faut éviter de politiser la justice. Politiser la justice, c'est utiliser la justice comme le bras armé du parti au pouvoir. C'est dangereux en ce que ça liquide la séparation des pouvoirs, ça liquide l'état de droit et ça crée les conditions d'un régime totalitaire dans un pays. Et je crois que ces deux déviations-là doivent être scrupuleusement évitées. Et il y a des jusqu'au-boutistes, des va-t-en-guerre qui poussent aujourd'hui les actes des autorités à aller dans cette direction. Je pense que c'est une direction extrêmement dangereuse qu'il faut éviter. D'accord. En tout cas, dans quelques semaines, le 28 mai, va se tenir le dialogue sur le système politique. C'est important. Et l'opposition qui a récemment boycotté le passage du Premier ministre à l'Assemblée, pour ce cas en tout cas, met en avant la sincérité comme condition. Mais si vous entendez aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye dire que même les points qui ne sont pas encore imaginés peuvent figurer sur les termes de référence, est-ce que véritablement ce n'est pas un gage aujourd'hui pour la sincérité de ce dialogue-là? Le véritable gage pour la sincérité de ce dialogue, c'est d'abord dans les attitudes pratiques
du président Bassirou Diomaye Faye, de son premier ministre Ousmane Sonko, dans leurs attitudes pratiques, qu'ils montrent qu'ils sont prêts à considérer qu'ils sont le président et le premier ministre de tous les Sénégalais. Leurs attitudes pratiques de tous les jours montrent que, à la limite, ils se comportent plus comme le président d'une majorité politique, d'un parti politique, que de président et de premier ministre de tous les Sénégalais. Lorsqu'un président demande aux populations de faire pression sur la justice, je ne sais plus dans quel pays je suis. Lorsqu'un premier ministre menace des opposants, menace des gens de les envoyer en prison, etc., je ne sais plus dans quel pays nous sommes. Il faut aujourd'hui apaiser. Après la loi d'amnistie et les élections qui ont permis à l'opposition d'arriver au pouvoir, on pensait que les tensions et les luttes fratricides, la fracture nationale qu'il y avait au Sénégal étaient terminées. Mais on a vu qu'il n'en est jusqu'à présent rien. On a l'impression qu'on a toujours une guerre politique dans ce pays et que les gens ne font rien que s'adonner à cette guerre au lieu de régler ce pourquoi ils ont été élus, régler et trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Donc la première chose serait que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko reçoivent les principaux partis de l'opposition en guise de décrispation, discutent avec elles par rapport à leurs intentions pour ce dialogue. Je rappelle que ce dialogue a été instauré par le président Macky Sall. Et là aussi, je reconnais que le président Bassirou Diomaye Faye a fait dans la continuité. C'est une excellente chose. Parce que les bonnes pratiques, les bonnes recettes, les bonnes méthodes, en fait, il faut les conserver. Mais on dialogue quasiment dans le vide. Parce que chaque fois qu'on fait un dialogue, au prochain dialogue, on revient sur les mêmes points. Donc, il est nécessaire, j'ai vu Alioune Tine, je crois, demander cela. Il a raison, je lui donne raison. Il faut qu'il reçoive les principaux. Ensuite, qu'on associe la personne, la société civile, qu'on associe les personnes ressources dans ce pays, qui sont non seulement dans les organisations, mais d'autres même qui ne sont pas dans les organisations. C'est un dialogue inclusif quand même. Il appelle à un dialogue inclusif. Mais un dialogue inclusif, il faut montrer qu'on en a la volonté, qu'on n'appelle pas au dialogue, mais que dans la pratique, on est toujours dans des attitudes partisanes et on est dans des attitudes guerrières par rapport à l'opposition. Est-ce que ce dialogue-là, ces concertations-là ne sont pas l'occasion, effectivement, de parler de ce dont vous parlez, excusez-moi de la répétition, je veux dire, venir évoquer carrément les problèmes que l'opposition constate dans la pratique. Oui, Omar, je verse de l'eau dans votre moulin. Je dis, il faut que cette volonté-là soit traduite par des actes concrets. Oui. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko reçoivent les principaux partis de l'opposition en discussion, en tête-à-tête, ou bien à partir de coalitions qui sont relativement constituées pour échanger sur un peu les termes de référence, les contenus, les perspectives et les objectifs de ce dialogue national. Aussi recevoir des personnalités de la société civile, des organisations comme les nôtres, qui sont des clubs de réflexion, des organisations qui, aujourd'hui, leur parti, c'est le Sénégal, qui ont suffisamment réfléchi sur les problèmes que ce pays connaît et qui peuvent aujourd'hui apporter leur contribution dans la corbeille. Voilà, donc moi je pense que il faut commencer par cela, il faut commencer par décrisper. Mais vous ne pouvez pas avoir un couteau entre les dents et appeler à la paix. C'est tout simplement cela que je veux dire. Donc si dans le contexte actuel et les attitudes actuelles du pouvoir, on continue, on appelle à un dialogue, je crois que ça risque d'être un dialogue morné. Et le Sénégal a aujourd'hui besoin, c'est un pays démocratique qui a besoin de paix, qui a besoin, il faut une réconciliation nationale. Le premier thème de ce dialogue devrait être comment faire pour réconcilier les Sénégalais. Comment faire pour pacifier l'espace politique, l'espace civil sénégalais. Comment faire pour concentrer les Sénégalais autour des préoccupations fondamentales de développement économique et social de ce pays. Comment faire pour revoir notre système politique? Comment faire pour revoir notre système électoral? Il y a trop d'élections. Est-ce qu'il ne faudrait pas songer aujourd'hui à coupler l'élection présidentielle et les élections législatives pour rationaliser? Pour rationaliser. Est-ce qu'il faut réfléchir aujourd'hui sur ce que j'appelle
la décentralisation et la territorialisation. Nous, Club Sénégal émergent, nous disons que avoir des communes, avoir des départements, etc., c'est trop. Nous pensons qu'il faut faire des communes viables, faire un redécoupage des communes, mettre en place des communes viables, supprimer les départements qui ne sont que du saupoudrage et un moyen de caser du personnel politique. Et peut-être créer 3 à 4 ou 5 pôles territoires qui vont s'occuper des véritables problèmes de développement. Voilà les questions fondamentales, les questions sur l'agriculture. Mais ça, c'est un autre problème, c'est le régime. Mais il y a notre pays est un pays pauvre. Comment faire pour que les couches populaires puissent accéder au bien-être? Comment faire pour que le Sénégal, qui est un pays pétrolier et gazier, puisse être en sécurité? Le président Cheikh Anta Diop disait que la sécurité précède le développement. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Nous sommes infiltrés aujourd'hui au niveau national. Nous sommes infiltrés dans la zone Est. Nous avons notre frontière nord. Nous avons notre frontière sud. C'est un enjeu là. Voilà. Donc voilà un peu les grands enjeux. Et sur ces questions, il n'y a pas de place pour la politique politicienne. Exactement. Mais c'est d'abord l'attitude que le pouvoir doit avoir par rapport aux questions nationales. Pour rassurer les questions judiciaires de reddition des comptes, qu'on laisse la justice les régler. Que les gens se concentrent sur le développement économique et social. Et c'est pourquoi les Sénégalais les ont élus. D'accord. Vous aurez peut-être l'occasion d'apporter toutes ces idées-là dans les termes de référence qui, certainement, vont être envoyés à tout le monde. En tout cas, il y a un autre point sur lequel je voudrais vous entendre, l'agriculture que vous connaissez bien. Le conseil interministériel qui a été tenu récemment a été l'occasion de revenir sur la campagne 2025. Il y a une dynamique positive selon les termes du communiqué, référence aux résultats obtenus notamment dans la campagne arachidière avec les hausses des graines collectées par la Sonacos que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est qu'en vérité, on est dans la continuité de ce que j'appelle dans la continuité de ce qui ne transforme pas fondamentalement notre agriculture. L'année dernière, on avait mis combien? On avait mis 110 milliards ou 100 milliards pour la campagne agricole. Qu'est-ce que cela a produit comme résultat? C'est tellement catastrophique que l'État lui-même n'ose pas publier les chiffres. Aujourd'hui, la campagne de l'année dernière a été une campagne aveugle. On n'a aucune statistique sur la campagne dernière. Combien on a produit d'arachide? Combien on a produit de riz? Combien on a produit de mil? Quels ont été les rendements? Quelles ont été les zones de production, etc. Combien on a commercialisé, etc., etc. On n'a pas de statistiques. Mais tout le monde sait que Sonacos, qui était le seul acheteur sur le marché de l'arachide, mais s'est retrouvé, on nous avait déclaré un objectif de 300 000 tonnes. Finalement, on nous avait dit qu'on avait collecté 200 000 tonnes, mais les responsables des organisations paysannes l'avaient véhément contesté. Et finalement, on déclare qu'il y a 155 000 tonnes. 155 000 tonnes pour le seul acheteur qui était la Sonacos, ça montre l'état du désastre au niveau de la production. Donc, les questions fondamentales à poser, comment faire pour que la production arachidière puisse atteindre des niveaux allant vers 2 millions de tonnes? Comment faire pour que nous ayons des semences sélectionnées, des semences de qualité dans toutes les spéculations? Mais c'est un problème profond, parce que vous, quand même, vous ne l'avez pas réglé. Hein? Non, on était sur ce chemin-là. Et comment faire pour aujourd'hui les sols du bassin arachidier qui sont complètement lessivés, qui ne sont plus productifs? Comment faire pour recréer les conditions de relèvement de la productivité et des rendements au niveau du bassin arachidier? Est-ce que le système de vulgarisation agricole qui a été imposé par la Banque mondiale à l'époque de l'ajustement structurel, est-ce que le système a été bon? Il n'est pas bon. Ce système, je préfère recréer la SODEVA, qui était la société qui encadrait et qui créait les conditions de renforcement des productivités et de variation des cultures dans le bassin arachidier, soit recréée. Je préfère une agriculture qui soit une agriculture véritablement paysanne, qui s'appuie sur les masses fondamentales, plutôt qu'une agriculture qui se concentre sur l'agribusiness. On a l'impression qu'aujourd'hui, notre agriculture est complètement orientée vers l'agribusiness pour un régime de type souverainiste et à tendance populiste.
Mais quand même, c'est terrible. D'accord. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en matière de développement, il faut au Sénégal une véritable réforme agraire. Et la réforme agraire, ce n'est pas la loi d'orientation agro-silvopastorale. La loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est une loi qui a été initiée par le président Wade, et c'était une loi qui tendait à créer les conditions d'une agriculture fermière, une agriculture de type capitaliste. Alors que nous avons une agriculture à dominante, pour l'essentiel communautaire. Et je crois que c'est ces réflexions-là, au lieu de faire dans la continuité, et une continuité qui va mener encore à d'autres contre-performances, il faut réfléchir à la question foncière pour avoir des investissements structurants, des investissements importants dans l'agriculture. Il est fondamental de réviser la loi foncière au Sénégal. Merci. De créer les conditions d'investissement. Merci Youssou Diallo. On n'aura pas le temps malheureusement de parler de cette question importante, l'agriculture. On aura d'autres occasions. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Voilà, c'est moi. Merci. Youssou Diallo, président du Club Sénégal émergent, inspecteur principal des classes exceptionnelles. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous accueillir dans Focus Show. Aujourd'hui, on a une émission spéciale consacrée aux forces de défense et de sécurité. Le Sénégal vient de fêter 65 ans d'indépendance. Nous avons tous assisté à un très beau défilé le 4 avril dernier. Et aujourd'hui, pour parler de ce défilé, mais aussi surtout pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, nous avons l'immense honneur de recevoir ensemble, dans un même lieu, l'armée, la gendarmerie et la police. Mais comme toujours, je ne suis pas seul. Focus Show, je suis avec mon ami et acolyte Demba Gueye. Serigne bi na nga def? maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Maa yaa ngi si jàmm? Je vais très bien, merci alhamdulilah. Ce soir on est gâtés. Carrément, carrément. Tey moom wax dëgg yàlla plateau bi dafa soppeeku moom carrément. Machallah. Alors, mais Demba, exceptionnellement, ce soir on n'est pas seul. On est accompagné par une sociologue qui s'appelle Rabi Seydou Diallo, qui a beaucoup d'expérience, qui travaille sur des questions de genre, qui travaille sur énormément de questions qui intéressent les droits des femmes. Rabi, on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Comment tu vas? Je vais bien, Thierno. Je suis très honorée d'être sur ce plateau. Alors, Rabi, ce soir, tu as vu le décor. On est gâtés. On a les forces de défense et de sécurité avec nous. Exactement. Nous sommes protégés. Oui, effectivement, nous sommes protégés. Ce soir, nous allons parler de souveraineté technologique et industrielle concernant les forces de défense et de sécurité. Et pour cela, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, 3 corps qui sont représentés. Les forces armées, représentées ce soir par le colonel Abdou Aziz Fall, chef de corps de bataillon des transmissions opérationnelles. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Alors, à côté du colonel Abdou Aziz Fall, il y a le colonel Ibrahim Ndiaye, chef de la division de communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Colonel, bonsoir et merci d'être venu. Merci, Tchonon. C'est nous qui sommes honorés d'être là aujourd'hui. Alors, et pour finir, nous avons le commissaire Ali Kandé, commissaire conseiller chargé des technologies. Commissaire, merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir et merci à vous aussi pour cette opportunité, c'est un plaisir. Alors, comme je le disais, le Sénégal a fêté 65 ans d'indépendance. Nous avons assisté à un très beau défilé. Et j'ai envie de vous poser une question au colonel Ndiaye, colonel Aziz et au commissaire. Quel a été votre sentiment après ce très beau défilé, le 4 avril dernier? Notre sentiment, ça a tout d'abord été un sentiment de fierté, de montrer en fait aux populations ce qu'on faisait au quotidien, les moyens avec lesquels on travaille au quotidien, de manière à les rassurer que nous sommes à leur service pour les protéger. Donc c'est un sentiment de fierté pour tout porteur de tenue que de défiler le 4 avril devant toute la nation. Super. Colonel Ndiaye, alors, la gendarmerie a été très bien représentée. On a vu cette année même, je pense, la GIGN pour la première fois a défilé. Je pense que cela nous rassure